Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir dans votre magazine de la laïcité au sein d'Enquête de Sens. Aujourd'hui, pour vous parler des mutilations sexuelles. Et oui, il faut en parler, en reparler, c'est comme cela qu'on en aura fini avec ces mutilations sexuelles. Je suis ravie de recevoir Fabienne Richard. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous êtes sage-femme référente mutilations génitales féminines, vous êtes docteur en sciences de la santé publique et directrice du GAMS. Le GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Le GAMS, Belgique justement, a lancé en ce début mai une nouvelle campagne de prévention des mutilations génitales féminines. Moi, j'en parle en classe. On va regarder la vidéo de campagne. On se retrouve juste après. Fabienne Richard, on le voit avec cette vidéo de 50 secondes très belle et percutante. C'est que voilà, il faut communiquer et surtout faire parler tout un chacun, en tout cas en discuter. 12 000 filles risquent potentiellement une excision, notamment en repartant en vacances pendant les périodes dans les pays d'origine. Mais on va en parler. Pourquoi cette campagne? Pourquoi maintenant? Parce que les chiffres sont aberrants, comme on l'a vu. Oui, 12 000, c'est énorme. On sait qu'évidemment, ce ne sont pas les 12 000 petites filles qui vont être excisées, mais ça veut dire qu'il faut faire un travail de prévention pour en être sûr. Et surtout, c'est un chiffre inconnu. Je donne beaucoup de formations pour les sages-femmes, pour les gynécologues, les médecins généralistes, et j'ai eu des témoignages de professionnels de santé qui ont examiné dans un centre de planning familial ou lors d'une consultation gynéco à l'hôpital des jeunes femmes majeures nées à Liège, à Bruxelles, excisées. Et quand ils leur ont posé la question, bien après les souvenirs revenaient et c'était lors d'un voyage au pays. Mais ce chiffre, il est inconnu. Est-ce que c'est 50 petites filles chaque année? Est-ce que c'est 200? Et on espère que ce n'est pas un nombre aussi important. Vous parlez de justement votre travail sur le terrain en tant que sage-femme ou les gynécologues avec lesquels vous travaillez. Pourquoi? Parce que justement, les répercussions, les conséquences de ces excisions sont telles que lors de l'accouchement, dans sa vie future de femme, ces personnes ont de réelles difficultés et de réelles souffrances. La mémoire traumatique peut faire que justement ces jeunes femmes ont mis ça dans un côté du cerveau, s'en souviennent plus. Et c'est lors des débuts dans leur sexualité où elles se disent mais pourquoi moi ça marche pas, je ne sens rien. Quand je parle avec mes copines, ça se passe comme ça. Ou alors moi j'ai des jeunes filles qui sont venues en consultation qui m'ont dit mon copain il a du mal, il forge, ça rentre pas. Et elles savent pas. Et en fait quand on montre les dessins, il y a différents types d'excisions. Il y a un type d'excision, l'infibulation, qui ferme complètement la vulve et qui rend effectivement impossible le rapport sexuel. Et là, c'est la révélation. Et alors, la mémoire revient. Et là, elles disent, oui, je me souviens, j'avais 7 ans. Je me souviens, je me suis réveillée dans une flaque de sang, la douleur. Donc, on a les répercussions à court terme, qui sont l'hémorragie et le risque de décès. Et puis, on a les conséquences sur le long terme qui peuvent être des problèmes au niveau de la sexualité. Et moi, en tant que sage-femme, j'ai vu aussi beaucoup de problèmes à l'accouchement. Lors des accouchements. Ces excisions, ces mutilations génitales sont interdites dans beaucoup de pays, mais malgré cette interdiction, ça reste une tradition très importante pour les familles culturellement. C'est quoi? C'est que les petites filles ne trouveraient pas de mari si elles ne sont pas excisées. Ça met en péril leur avenir, croit-on, dit-on? Oui, alors on pense qu'en excisant, on rend la fille pure, prête pour le mariage, que si on n'est pas excisé, eh bien, on ira courir à droite à gauche, on ira dans la prostitution. Enfin, il y a plein de mythes autour de l'excision. Et on voit que c'est un passeport pour le mariage. Et donc, une jeune fille non excisée ne trouvera pas de mari. Et c'est pour ça que parfois, on ne comprend pas en se disant pourquoi une mère qui elle-même a souffert est capable d'amener la petite chez l'exciseuse. C'est parce qu'elle pense en fait
à l'inclusion de sa fille dans la société. Au contraire, elle dit si je ne le fais pas, elle va être exclue, elle va être seule. Et alors, seule, on meurt si on ne fait pas partie de la communauté. Et donc, on voit que la loi et la pression sociale, je dirais la loi communautaire, est en fait plus importante que la loi du code pénal. Mais même pour des jeunes filles, des petites filles qui feront leur vie en dehors du pays d'origine. Donc, ça veut dire que l'ensemble de la famille participe à tout ça, hors pays aussi. Oui, alors il y a des mamans et des papas ici qui sont sensibilisés. Il y a toutes les activités du GAMS qui servent justement à sensibiliser. Mais le problème, c'est que voilà, on a des gens au pays, une tante, la grand-mère paternelle qui peut appeler et qui peut demander des nouvelles de sa petite fille. Qui dit, ah voilà, elle est née ici, est-ce que vous l'avez fait? Je sais qu'il y a des mamans qui mentent et qui disent je l'ai fait pour être tranquille. Mais alors il ne faudra pas que la grand-mère vienne vérifier parce que là, elle sera capable de prendre l'enfant et de le faire. Donc l'enfant appartient aussi à toute la famille, toute la communauté. Une question de loyauté. Voilà, et donc une tante, une grand-mère peut prendre l'enfant sans demander l'avis aux parents et l'exciser. Et c'est arrivé à certaines mamans qui ont demandé une protection internationale en Belgique pour protéger leur fille parce que leur aîné avait été excisé à leur insu. C'est la raison pour laquelle vous menez campagne là en ce mois de mai, pendant quelques semaines, pour justement briser cette loi du silence intrafamilial, mais aussi dans l'éducation, dans les écoles. Vous avez dressé d'ailleurs une sorte de grille de quoi pas de questions, mais allez, de signes. Indicateurs, voilà. Donc on a créé un outil qui s'appelle le détectomètre. On fait des webinaires actuellement suite au lancement de la campagne début mai de formation pour le personnel des écoles. Oui. Donc pas seulement les enseignants, les enseignantes, mais oui, les personnels de direction, mais aussi le personnel éducatif, la médecine préventive, les services de médecine scolaire, parce qu'on pense qu'ils sont les mieux placés pour voir, souvent les enfants se confient en disant « Ah, je suis très contente, pour la première fois, je vais revoir ma grand-mère au pays ». Donc, on a à la fois des signes qui nous indiquent s'il y a un risque d'excision. Donc, par exemple, un départ au pays en vacances alors que la médecine scolaire a vu déjà que la sœur aînée est excisée, mais que la petite ne l'est pas. Donc là, c'est risque plus. Il faut vraiment faire attention. Et on a, au retour de vacances en septembre, par exemple, les enseignantes pourraient remarquer des signes physiques. Une enfant qui d'habitude est très joyeuse, très active, qui revient complètement apathique, très pâle, ou alors qui a des difficultés à marcher, qui demande d'aller aux toilettes 3 fois en 1 heure. Enfin, il y a des signes qui peuvent faire penser à une excision. Parce qu'une fois que c'est fait, bon, la prévention, évidemment, c'est le mieux, mais une fois que c'est fait, il y a aussi assistance qui peut être apportée à l'enfant, justement, qui doit être encadrée et qui ne l'est pas. Souvent. Oui, et c'est important que le silence qui règne déjà dans les familles, où des fois on dit aux enfants si tu parles, t'es mort. Enfin, voilà, et la loyauté, c'est la chape de plomb, on l'a fait, mais quand on retourne en Belgique, il ne faut rien dire. Ce silence-là, il ne faudrait pas que les professionnels en rajoutent une couche. Il se peut dire que le silence soit aussi du côté. Voilà, c'est ça. Et parfois, oui, c'est un sujet dur, et on a l'impression. Qu'on n'est pas outillé, qu'on ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça que la formation est importante pour donner des clés de communication et comment aborder la question. Parce que l'avenir de ces petites filles, de ces jeunes filles, ne pourra se faire qu'en étant en confiance totalement, évidemment, avec les enseignants, avec le cadre scolaire et avec les familles. Oui, et le GAMS en ce moment mène aussi toute une réflexion avec les associations qui travaillent sur les violences faites aux enfants et l'inceste, les violences sexuelles faites aux enfants, parce qu'on pense qu'on doit avoir une approche commune dans la détection pour pas aussi stigmatiser un groupe. Si on parle de l'excision, les têtes vont se retrouver dans la classe vers la petite fille africaine dans la classe, alors qu'en fait, elle peut être assise à côté d'un petit garçon, d'une petite fille aussi victime d'inceste, de violences sexuelles. Et on aimerait que l'approche soit globale. Et comme la Civise en France, la commission indépendante de l'inceste et les violences sexuelles, a fait cette recommandation et on est aligné par rapport à ça, c'est le fait de pouvoir préconiser tous les ans un moment, 1 heure d'échange avec l'enfant et un personnel formé pour dire comment ça se passe, comment ça va dans ta vie, à la maison, est-ce qu'il y a des choses qui te font de la peine ou quelqu'un qui te fait du mal, pour en fait pouvoir mieux identifier les violences sexuelles, mais chez tous les enfants. Parfait, une approche globale de prévention des violences sexuelles. Merci beaucoup Fabienne Richard. On arrive déjà au terme de cette émission, mais on va rappeler cette vidéo, on peut la retrouver sur YouTube, on peut avoir toutes les informations également sur gams.be. Merci. Merci beaucoup Fabienne Richard. Merci beaucoup. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à vous de nous avoir suivis.